Donc, moi, je travaille chez X-Ray POSEA, donc il y a un centre de radiologie qui est situé sur Marseille, Cassis, Aix-en-Provence. Et en fait, le but de ce topo, c'est de vous sensibiliser un petit peu. Donc, on va pas rentrer dans des détails très techniques, mais juste pour que vous puissiez comprendre à quoi sert l'imagerie, en fait, dans l'endométriose. Donc, on va juste revoir quelques définitions, même si on répète, c'est ce qui permet de retenir et ce qui permet de comprendre ce qu'on va pouvoir chercher, en fait, au niveau de l'imagerie. Donc, l'endométriose, on a dit, c'est la localisation extra-utérine ectopique de tissu endométrial. Et en fait, cette diapositive, elle sert à comprendre où est-ce que nous, en IRM, on va chercher l'endométriose. Donc, vous voyez sur le schéma de gauche que l'endométriose, dans 90 à 95%, elle va se localiser en postérieur, derrière l'utérus. Ensuite, dans 5 à 10% en antérieur, entre l'utérus, la vessie, et dans 20 à 40%, c'est l'image du milieu, sur ce qu'on appelle les paramètres et tout ce qui va être latéral, donc les côtés du pelvis. Le paramètre, pour vous rappeler, on vous a dit, c'est toutes les structures graisseuses en fait qui sont autour du vagin, de l'utérus, qui vont contenir des vaisseaux et des nerfs et qui peuvent également être atteintes par l'endométriose. Le dernier schéma à droite, il sert à vous montrer que lorsque vous avez une endométriose profonde qui va atteindre le tube digestif, on l'a déjà dit, mais cette atteinte va concerner le plus souvent le rectosigmoïde dans 75 à 90% des cas. Ensuite, on a l'adénomiose. L'adénomiose, en imagerie, on va différencier l'adénomiose interne et l'adénomiose externe. L'adénomiose interne, c'est une digitation de l'endomètre dans le muscle utérin. Et ça, vous allez avoir déjà plusieurs sous-catégories dans cette adénomiose interne. Elle peut être sous-superficielle. Ça, c'est tout ce qui va toucher uniquement à proximité de l'endomètre, ou être profonde. Et là, c'est une atteinte de ce qu'on appelle la zone jonctionnelle et qui va aller plus profondément dans le muscle utérin, si vous voulez. Ça peut être symétrique, asymétrique, ça peut être focal, ça peut être diffus dans l'utérus. Et on peut avoir la forme particulière qu'on a vue tout à l'heure, un adénomium, qui est une forme un peu plus kystisée. L'adénomiose externe, en fait, on la différencie par le fait que, du coup, c'est une pollinisation qui va venir de l'extérieur et donc votre endométriose qui va venir petit à petit atteindre le muscle utérin, mais de l'extérieur vers l'intérieur, à la différence de l'adénomiose interne qui est de l'intérieur vers l'extérieur. L'échographie pelvienne, ça c'est votre examen de première intention en général que le gynécologue va vous prescrire une fois qu'il y a une suspicion d'endométriose. La voie suspubienne, c'est quand on regarde avec la sonde au niveau du bas ventre, elle est peu contributive parce que généralement on n'arrive pas à voir des lésions d'endométriose comme ça. On peut voir par exemple un endométriome ovarien volumineux si vous avez une volumineuse masse kystique sur l'ovaire, mais en dehors de ça, on va être très mauvais pour pouvoir voir de l'endométriose. Ensuite, la deuxième échographie qui est possible, c'est la voie endovaginale. La voie endovaginale, elle est contre-indiquée chez toutes les patientes vierges. Donc déjà, toutes les patientes, toutes les adolescentes qui sont vierges, on ne fait pas d'échographie par voie endovaginale, donc on ne peut pas voir d'endométriose à l'échographie ou comme je vous l'ai dit, juste si on a des lésions volumineuses. En fait, le tableau que vous voyez en bas à droite, c'est juste pour vous montrer que les chiffres, c'est issu de données de la littérature et d'études qui ont été faites. Et vous voyez, pour une échographie qui est faite par voie endovaginale par des médecins qui sont habitués à chercher de l'endométriose, on va pouvoir voir de la maladie. Donc, la sensibilité, qu'est-ce que c'est la sensibilité d'un examen? Ça va être la capacité de votre examen à détecter de l'endométriose. Et la spécificité d'un examen, c'est la capacité de cet examen, lorsqu'il a détecté une lésion, à ce que ça soit réellement de l'endométriose et pas autre chose. Donc, en échographie, la sensibilité de votre examen, vous voyez, en fonction des atteintes, USL, c'est les ligaments utérosacrés, par exemple, c'est la lésion la plus fréquente. On est à peu près à une sensibilité de 78%. Donc, vous voyez qu'il y a plein de cas où on ne va pas être capable de voir cette lésion au niveau des ligaments utérosacrés. Il y a des endroits où on va être plus ou moins bon, des endroits où on va être plus ou moins mauvais. Vous voyez, par exemple, la dernière ligne où il y a écrit intestin, on a une sensibilité qui est très bonne, 93,6%. Et en fait, quand on voit des lésions digestives, la spécificité, vous voyez, elle est à 100%, c'est qu'on sait que ce sont des atteintes d'endométriose. Ici, pour vous montrer un exemple, ça c'était une patiente de 25 ans qui avait des douleurs pelviennes chroniques. Elle vient et par voie, ça c'est une échographie qui est réalisée par voie endovaginale.
on voit un kyste sur l'ovaire qui mesurait ici 5 cm. Il est uniloculaire, c'est-à-dire qu'il ne présente qu'une seule poche. Et il a pour nous un aspect en échographie qui était très typique, avec un fin piqueté échogène homogène qui n'est pas vascularisé. Et ça, c'est assez typique d'un endométriome. On peut voir aussi d'autres lésions d'endométriose. Je vous ai mis des flèches. Vous voyez, par exemple, sur la première image en haut à gauche, c'est un ligament utérosacré. À droite, on voit qu'il y a un gros nodule au niveau du rectum qui est fléché. Ça, c'est une atteinte digestive qui est collée en fait à votre vagin. On voit en bas à gauche que cette lésion, elle peut s'étendre dans la graisse. Vous vous rappelez ce qu'on a dit pour voir en latéral. Et voilà, en échographie, on est capable de pouvoir mesurer ces atteintes digestives, donc des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. L'IRM, l'examen de deuxième intention, il doit être fait généralement avec une préparation. Pourquoi on vous demande ça? C'est pour que la qualité de votre examen soit bonne et qu'on puisse en fait correctement l'interpréter. Par rapport au cycle, il n'y a pas de jour préférentiel. On peut passer une IRM à n'importe quel jour du cycle. Le mieux, c'est d'être à jeun 3 à 6 heures avant l'examen, d'avoir fait un lavement rectal 3 à 4 heures avant l'examen. Si par exemple vous êtes programmé à 7 heures du matin, on fait ce lavement la veille pour pas avoir à se réveiller pendant la nuit. Pourquoi on demande de faire des lavements rectaux? Parce que je trouve que pour vous, c'est quand même plus sympa de faire un lavement chez vous tranquillement que d'arriver chez nous en IRM et qu'on vous opacifie le vagin avec du gel d'échographie et le rectum avec du gel d'échographie. Après, comment vous dire, ces préparations peuvent être différentes en fonction des centres, mais voilà, le fait de faire des lavements, ça va nous permettre aussi de mieux voir les lésions entre l'utérus et le rectum, parce que ça ne va pas être gêné par le fait que le rectum soit dilaté par les matières qui sont à l'intérieur. On va avoir une vessie en semi-réplétion. Généralement, on va faire pipi 1 à 2 heures avant l'examen. On va vous injecter des antipéristatiques de type glucagène. Donc ça, c'est pourquoi? C'est aussi pour diminuer ce qu'on appelle le péristatisme digestif et avoir des images qui sont de meilleure qualité. Parce que images non bougées de meilleure qualité fait qu'on peut mieux dépister les lésions que si vous avez des images qui sont de moins bonne qualité. Nous, quand vous êtes positionné dans l'IRM allongé, on va souvent vous mettre des bandes de contention abdominale, c'est une espèce de ceinture pour pouvoir bien faire que le ventre ne se mobilise pas et encore diminuer le péristatisme digestif. Et enfin, l'opacification vaginale et rectale, elle peut se faire. Ça reste quand même quelque chose qui est une option. Alors, on va voir, vous vous rappelez les différentes formes d'endométriose. Endométriose annexielle, qui est donc l'endométriose qui va toucher les ovaires, l'endométriose profonde et l'endométriose superficielle, et voir quelle capacité on a à pouvoir détecter les lésions. Donc là, sur l'endométriose annexielle, pareil, c'est un tableau un peu compliqué, mais ce qu'on va regarder, c'est juste la sensibilité, capacité qu'on a à détecter la lésion, spécificité, capacité que cette lésion soit bien de l'endométriose. Et vous voyez que sur les différentes études qui existent, en fait, on est plutôt très bon sur la détection de l'endométriose au niveau des ovaires. On va être entre 88, 90%, parfois même 100%, et une spécificité qui va être également assez bonne. Ici, je vous montre un exemple. Nous, en IRM, on fait différents types de séquences qu'on va appeler T2, T1, sans suppression de la graisse, avec suppression de la graisse. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de trouver des endométriomes. Ici, chez cette dame, je vous ai mis des flèches à chaque fois. Sur le T2, vous avez des lésions sur les ovaires qui apparaissent très blancs sur la séquence qu'on appelle T1 avec suppression de la graisse, qui est en fait le reflet du sang qu'il y a à l'intérieur du kyste et qui nous permet de voir donc ces lésions. Donc, pour l'endométriose au niveau des ovaires, on est plutôt bon. Pour l'endométriose profonde, on est plutôt bon aussi. Maintenant, on n'est pas à 100%. C'est-à-dire que vous voyez la sensibilité, elle va être entre 70% et 97%. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir beaucoup de lésions, mais pas toutes les lésions. Donc, quand vous avez une lésion d'endométriose profonde qui va mesurer 5 mm, qui est isolée sur un seul ligament utérosacré, ça va être très difficile pour nous de la voir. Quand vous avez une endométriose profonde qui va intéresser torus, ligament utérosacré, plus du tube digestif, forcément, ça va être plus facile de la voir. Je vous montre ici un exemple d'atteinte. Vous avez une séquence sagittale T2 donc, qui est faite de profil et axiale, comme si vous imaginez qu'on vous coupait en tranches de haut vers le bas. Donc, cette patiente,
vous voyez, elle a derrière l'utérus une atteinte que vous voyez qui est spiculée, un gros nodule qui va atteindre ici ce qu'on appelle l'utorus, les ligaments utérosacrés, et qui va s'étendre très latéralement vers le paramètre, donc atteindre les structures vasculaires, les structures nerveuses, et qui peut vous donner toutes différents types de douleurs, et plus ou moins aller vers le tube digestif. Chez cette patiente, il y avait aussi une atteinte du tube digestif. Ça, c'est pour vous montrer qu'on voit d'autres atteintes au niveau IRM. La première image à gauche, c'est une atteinte de la paroi. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ça peut être, par exemple, sur une cicatrice de césarienne ou une cicatrice de cœlioscopie. Donc, on peut avoir des nodules qui apparaissent au niveau du muscle de la paroi abdominale. La deuxième image au milieu, c'est une atteinte du tube digestif. Donc, il y a un épaississement de la paroi du rectum qui est épaissi, qui est lié à une atteinte d'endométriose. Et la dernière image, c'est une atteinte et du tube digestif et du vagin. Donc, l'endométriose superficielle, ça, on en a beaucoup parlé. Ça, on est très mauvais en IRM, très, très mauvais pour pouvoir la détecter. La sensibilité, elle est proche de 5%. C'est-à-dire que le plus souvent, on ne voit pas cette atteinte au niveau de l'IRM. Par contre, quand on la voit, on a une spécificité de 94%. Donc, ça veut dire qu'on est assez bon pour dire quand on en voit, effectivement, c'est qu'il y en a une. Ça, c'est pour vous montrer un exemple d'endométriose superficielle. Vous voyez sur l'image de droite, en fait, la petite flèche, le petit point blanc que vous voyez, c'est ce type de lésion que nous, on va chercher pour pouvoir dépister de l'endométriose superficielle. Mais ça, c'est pas toujours visible en IRM et c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours voir. Et enfin, dernier point, l'IRM diaphragmatique. Donc, on a dit qu'on a des douleurs au niveau de l'épaule droite. Il est également possible de voir ce type de lésion en IRM. Donc, c'est pareil, toutes les patientes qui ont une douleur n'ont pas forcément des lésions sur l'IRM, mais parfois, il est possible de les voir. Et c'est encore une fois ces petits points blancs que vous voyez, donc au-dessus du foie, au niveau du diaphragme, et qui peuvent être et qui sont en rapport avec des lésions d'endométriose et peuvent entraîner plus ou moins des pneumothorax pendant les règles si les patientes, enfin liées aux douleurs des patients. Donc, en conclusion, l'imagerie, c'est important, mais ce qui est important, c'est le couple clinique-imagerie, parce que l'un sans l'autre, en fait, c'est compliqué de pouvoir mettre des diagnostics et de pouvoir faire une bonne prise en charge. La sensibilité et la spécificité de l'IRM, elles sont quand même au-dessus de l'échographie. Et ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les lésions d'endométriose ne sont pas visibles en IRM, notamment les lésions superficielles et, comme on a dit, des lésions profondes chez les adolescentes et les femmes jeunes pour qui on ne voit pas forcément toutes les lésions. Voilà, je vous remercie de votre attention.